Bonsoir. La campagne de vaccination contre le coronavirus en Côte d'Ivoire a démarré ce lundi 1er mars 2021. Comment se fera-t-elle? Quelles en sont les cibles prioritaires? Les détails en tout début d'émission. Les futurs députés ivoiriens sont en campagne depuis ce vendredi 26 février. Pendant une semaine, plus de 1000 candidats vont essayer de séduire 7 500 000 électeurs pour 255 sièges à l'hémicycle. On en reparle en cours d'émission. Hors de nos frontières et plus précisément en France, le verdict est tombé pour Nicolas Sarkozy. L'ex-président français a été reconnu coupable dans l'affaire des écoutes. Nous y reviendrons. Ce soir, nous essaierons d'en savoir un peu plus sur le vaccin contre la Covid-19, le mécanisme de conservation et de livraison de ce vaccin, le mode de distribution et la sensibilisation des populations. Pour en parler, nous serons en compagnie de Dr Epa Kwaku. Il est spécialiste en vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouveau parcours, nouveau challenge pour nous. La The Team est au grand complet. Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir, oui. Bon week-end à vous? Oui, super. D'accord, d'accord. Rihanna, si. Bonsoir, Brice. Bonsoir. je vais revenir à ce sourire. Voilà. Rabia Diallo. Bonsoir, Brice. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va Il très était bien. votre week-end aussi? Très bien, et vous? Ah, il est passé tellement rapidement que Ouais, j'ai même pas eu non. le temps de demander. Ouais. Ça va. Non, mais je reprendrai pour tout le monde. Ouais. Ouais. Edith Broubleu. Bonsoir. Comment Brice. ça va, Edith Broubleu? Très bien. En rouge, Bordeaux? Oui, en rouge Bordeaux. C'est ça que j'adore, le Bordeaux. C'est ça, c'est ça. Et le bleu aussi. Oui. Alors aujourd'hui, on l'a dit, dans un premier temps, c'est la journée mondiale contre l'endométriose. D'accord? Donc on a décidé de marquer quelques secondes, en tout cas un temps d'arrêt important pour un tout petit peu en parler. Oui, c'est important d'en parler parce que ça touche des millions de femmes dans le monde. Et lorsqu'on parle d'endométriose, on parle on va dire, de règles, de douleurs pendant la période des règles, mais même au-delà, parce que c'est extrêmement handicapant comme maladie pour des millions de femmes, comme je l'ai dit. On connaît parmi nous beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui en souffrent, et certaines même en témoignent sur les réseaux sociaux au quotidien de cette souffrance qui les handicape. Donc ça passe par des douleurs extrêmes. C'est vraiment pas à confondre avec confondre avec les règles douloureuses qu'on connaît. C'est vraiment des douleurs. douleurs extrêmes qui peuvent même amener à l'évanouissement, qui peuvent même vous emmener à ne même pas bouger de la maison pendant 2 ou 3 jours. Pour témoigner, je sais qu'il y a des femmes Oui. qui se font peut-être opérer chaque année, juste pour éviter que d'avoir ce genre de douleur, en fait. Donc c'est vraiment handicapant et vraiment soutien à toutes ces femmes qui en souffrent. Franchement. Et je crois que des efforts sont en train d'être faits de plus en plus, déjà pour en parler, parce que de nombreuses femmes vivaient cette situation-là sans savoir comment en parler, sans savoir même ce que c'était. Oui, Voilà, effectivement. C'est parce que la société aussi ne comprend pas ces douleurs. On peut travailler et avoir 2 jours où on est incapable d'aller travailler. Et si votre employeur ou vos collègues ne comprennent pas ce que vous vivez, c'est vraiment difficile. Je connais une dame qui n'a pas honte de parler de cette maladie-là et de mener ce combat-là, qui en souffre d'ailleurs, mais qui est une dame très généreuse et que vous pouvez retrouver sur la toile pour ces dames qui voudraient peut-être en parler. C'est une animatrice aussi très talentueuse, c'est une grande sœur à moi qui s'appelle Juliette Bach, que je salue au passage, et je profite pour l'embrasser et dire qu'on est avec elle, quoi. C'est vrai que depuis quelques années, on voit énormément de femmes justement faire des témoignages, en parler limite sans tabou. Elles osent parler pour montrer à d'autres femmes qu'elles ne sont pas les seules à vivre cela. Et c'est très encourageant. On voit que même moralement, ça joue énormément justement sur l'état d'esprit de ces femmes-là. Alors moi j'ai juste envie de rajouter que c'est important de se faire dépister très vite, et il y avait même un hashtag qui a été lancé à l'époque l'année dernière qui disait les règles douloureuses ce n'est pas normal. Donc si votre fille ou vous avez très mal quand vous avez vos règles, allez vous faire consulter pour savoir si vous souffrez de cette maladie ou pas. Parce que les conséquences, c'est une infertilité, c'est une incapacité à garder une grossesse. Et d'ailleurs, une femme a sorti un livre, Leila Yatassaï en l'occurrence, qui s'appelle Ultime Moment, et qui parle justement de cette expérience-là. Un livre à acheter, et puis des femmes à suivre comme Juliette Bach, comme également Sophie Aïda, qui compte en parler ce mois-ci justement pour parler de sensibilisation. Très très bien, merci beaucoup.
Alors, à côté de ça aussi, c'est la journée du compliment. Donc, je me suis dit, moi qui en faisais tous les jours en début d'émission, hein, je me suis fait un peu, bon, vous comprenez. Alors, donc, j'ai décidé d'en faire pour chacun d'entre vous, parce que c'est la journée du compliment. Madame Edith Broubleu, vous êtes ravissante. Merci beaucoup, Brice. Madame Diallo, Oui, vous êtes extraordinaire. merci beaucoup. Rana Assi, vous êtes éblouissante. Faites attention à ce que vous allez dire, Brice. Serge Pachi. Le monde entier nous regarde, Brice. Faites attention. Oui, bon, je crois que là, il faut... Serge Pachi, vous êtes d'accord. mon gars. Voilà. Du gars. C'est un compliment, hein, c'est un compliment. À l'Ivoirienne. Soyez des millions, on a dit bête. Et c'est un compliment. En Côte d'Ivoire, c'est un compliment. En tout cas, Miko est gentil, Eliane est adorable, vous êtes tous adorables. En tout cas, chez vous à la maison, recevez tous nos compliments, des sincères surtout. Parce que ça sert à rien du tout de faire des compliments qu'on ne pense pas. Voilà, donc tous ces sincères compliments-là pour vous téléspectateurs, vous dire merci d'être présents, d'être fidèles. On vous adore, chers téléspectateurs. Sur ces belles paroles plutôt responsables, Rihanna Assi a une petite info, notre petite fourmi. On va parler justement d'une Sud-Africaine de 32 ans qui a fait polémique sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'elle avait posté des photos assez choquantes qui moi-même m'ont choquée, j'en parle personnellement. C'était des photos d'elle qui tenait dans sa main le cœur d'une girafe qu'elle venait de chasser. Et ce qui choque encore plus, c'est la posture qu'elle avait parce qu'elle était particulièrement fière d'avoir ce bijou-là. Et ça symbolisait pour elle la concrétisation, je vais y arriver, d'un rêve. Je suis encore choquée. D'un rêve justement depuis plusieurs années. Elle rêvait d'avoir une girafe qui était très très âgée parce qu'elle affirme que les peaux de ces girafes-là sont beaucoup plus foncées et c'est très rare justement de pouvoir les chasser. Donc elle était très très fière de ce meurtre. Elle affirmait même que ça avait créé 11 emplois ce jour-là et elle le dit, beaucoup de viande pour les habitants. En tout cas, une chose est sûre, elle s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. C'était va en enfer, toi aussi on va te chasser. C'était énormément d'injures qui étaient à son endroit et surtout c'était son chéri qui l'avait emmené on va dire pour 2 semaines de vacances aller chasser pour la Saint-Valentin en safari et c'est là que en tout cas la girafe, c'est une espèce protégée. Hein. C'est une espèce protégée, effectivement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut garder un minimum, on va dire, de pudeur, même quand on le fait, même si ce n'est pas bien, on sait que c'est protégé, donc ce n'est pas autorisé. Encore le montrer comme ça, rire de ça. Elle a même parlé de l'Afrique en disant que c'était un bel animal qui symbolisait l'Afrique, donc c'était une joie pour elle c'était une fierté. Protégeons nos animaux. Très bien. Okay. Ouais, c'était juste débile. Ouais. Moi, ça me rappelle un monsieur aussi qui a été écrasé par l'éléphant qu'il voulait chasser. Et sur les réseaux, il était mort en fait, mais sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de message de compassion pour lui en fait. En Afrique du Sud aussi, je crois. Avant la fin de l'émission, je vous parlerai d'un éléphant qui est en Côte d'Ivoire qui a bu du koutoukou. Oui, c'est ça. L'actualité de ce jour, ce qui se passe chez nous et dans le reste du monde, c'est maintenant et c'est dans les live actu. Pour ceux qui en doutent, l'éléphant s'appelait Ahmed. Il s'appelle toujours Ahmed d'ailleurs. Bon, on parle vaccination à présent, mesdames, messieurs. Eh bien, la campagne, bonne nouvelle, hein, parce que j'avoue que je faisais partie de ceux qui le réclamaient à corps et à cri. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Les vaccins sont arrivés depuis vendredi. La campagne de Mar, elle a démarré aujourd'hui, le lundi 1er mars. C'était au Palais des Sports. Hein, ça aurait bien été au Palais de la Culture, parce que j'imagine toutes les festivités. Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Première vague, première partie. Et on a été très étonnés de ne pas t'y voir, Brice, parce qu'on sait que tu es un fort militant justement de cette campagne de vaccination. Mais on comprendra pourquoi. En tout cas, mercredi 24 février, c'était le Ghana, justement, qui devenait le premier pays au monde à recevoir des doses de vaccins dans le cadre justement du programme COVAX. Eh bien, la Côte d'Ivoire a suivi le vendredi 26 février, puisqu'elle a reçu 504 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford contre le Covid, toujours dans le cadre du programme COVAX. Et donc, comme tu l'annonçais, le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire a eu lieu ce lundi au Palais des Sports de Treichville. Et c'est 2 groupes de cibles qui sont prioritaires dans le cadre de cette première phase, parce qu'il y en aura plusieurs. Et donc, première cible dans le cadre de la première vague, parce qu'il y en aura 2.
première phase, première vague, le personnel soignant, les forces de l'ordre et le corps enseignant. Et pour la seconde vague, on aura les personnes âgées de plus de 50 ans, les porteurs de pathologies chroniques qui sont à risque, et puis les voyageurs. Donc on notera qu'on a eu des personnalités notamment du gouvernement qui ont participé à cette campagne. Donc Patrick Hachi, qui est le secrétaire général de la présidence, a été le premier membre du gouvernement à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Ensuite, les ministres Raymond Goudou Kofi et Mamadou Touré ont suivi, et on a aussi eu la présence et la participation du directeur général de la police nationale et puis d'autres responsables de la police et de l'armée qui se sont fait vacciner. Alors dans cette première phase de campagne, ça va concerner uniquement le district d'Abidjan, parce qu'il faut rappeler que c'était quand même l'épicentre de la pandémie avec quand même 95% de cas positifs en Côte d'Ivoire. Et puis par la suite, le pays entend étendre justement la vaccination à la population carcérale et aux personnes âgées entre 16 et 49 ans. Très bien. Mais la question, en tout cas, c'est une très bonne initiative. Hein. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'après la phase qui concerne le personnel soignant, en tout cas les personnes prioritaires, quand il s'agira des populations, est-ce que les populations elles-mêmes sont intéressées ou comptent Non, mais justement, c'est ta prochaine question. Vacciner? Oui. Tout le monde ne partage pas mon enthousiasme. Ma mère, par exemple, m'a dit toi, tu es pressé d'aller te faire vacciner. Elle ne parle pas comme ça, ma mère. Mais bon, elle est très réservée, mais comme elle, il y a d'autres Ivoiriens. Il y en a même qui sont, j'ai même envie de dire, plus que réservés, qui sont pas du tout, qui sont complètement opposés à cette affaire de vaccination, parce que, estimant que ce vaccin-là n'est pas présenté comme, pour être un piège, pour être présenté comme celui qui n'est pas le plus efficace, parce que Pfizer et BioNTech ont leur vaccin. Pourquoi c'est AstraZeneca? De toute façon, on aura l'occasion d'en parler avec notre invité, qui est un spécialiste des vaccins. Une chose est sûre, ça a été lancé, et le gouvernement a bien précisé dans les messages que nous avons tous que le vaccin n'est pas obligatoire. Effectivement, il n'est pas obligatoire, et il ne concerne uniquement que les personnes que tu as citées, donc le personnel pour la première phase, le personnel soignant, les enseignants prioritairement et les forces de défense. Maintenant, comment, la question à se poser, c'est comment ils vont vérifier qu'on fait partie du personnel soignant? Est-ce qu'on va nous demander une carte? Non, c'est la question, hein, je pose la question. Comment on fait pour rentrer à la au quotidien, comment ça va se passer? Est-ce que régulièrement ils vont poser la question? Parce que bon, mais après, où se ferait cette campagne-là, en fait? Est-ce que c'est dans les centres de santé? Est-ce que c'est au niveau des structures dans lesquelles ils exercent? Et puis voilà, il y a une organisation derrière, il y a une liste des... Je vous promets qu'on a un invité justement qui est spécialiste de toutes ces questions, et on aura les réponses à ces questions. Pour la dernière information, le vaccin est gratuit. Voilà, c'est important qu'on le dise. Parce que les gens ont commencé à développer un petit marché parallèle pour dire non, ils ont des vaccins en Ken. Tu vois, vraiment, il faut le faire. Bon, une chose est sûre, vous parliez tout à l'heure des personnalités qui se sont faites vacciner, comme dans de nombreux pays. Hein. On a vu, je pense... Olivier Véran. Oui, on a vu Biden aussi, Joe Biden se faire vacciner. Et puis, chez nous, ici, c'est le ministre Patrick Hachi, qui a été le premier membre du gouvernement à se faire vacciner en Côte d'Ivoire. Sauf que... les réseaux sociaux les réseaux sociaux, toujours, nous ont dit ceci. On va voir l'image. Déjà, c'est l'image du ministre Patrick Hachi qui se fait vacciner. Mais attention, c'est le commentaire en dessous qui est intéressant. Serge, que dit le commentaire, s'il vous plaît? Je découvre. Qu'est-ce qui prouve que c'est le vaccin en question? Que nos autorités soient vaccinées par des médecins de l'opposition. Bon, d'accord. Des médecins de l'opposition. On est toujours dans l'antagonisme. C'est grave que les autorités soient vaccinées. Mais déjà, il n'y a pas de médecin de l'opposition, il n'y a pas de médecin du pouvoir, il n'y a pas de médecin d'opposition. Il faut arrêter. Non, mais après, les réticences à la vaccination, les théories complotistes et les réserves des populations, on le constate partout, hein, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ce qu'on appelle le mouvement anti-vax. Donc le mouvement anti-vaccin qui existe depuis des années, depuis l'existence et la diffusion des vaccins. Donc, non, il n'y a même pas que les vaccins. Moi, je sais que j'ai un souvenir assez spécial. Il y a eu une période en Côte d'Ivoire où on avait estimé que l'eau avait été empoisonnée et que le directeur de l'Office national qui s'occupait de la distribution des eaux était sur le plateau. On lui a dit, bon, écoutez, monsieur, les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés, buvez de l'eau. Il dit, voici l'eau que je bois.
Donc au début, on dit, qu'est-ce qui prouve que c'est l'eau qui boit? Il dit oui, c'est l'eau qui boit. Et un autre téléspectateur, un autre auditeur appelé pour dire, bon, s'il a bu là, qu'est-ce qui prouve qu'il va mourir dans 2 jours? On dit, bon, quand même, il y a toujours des réserves. Mais Et là, puis, je veux dire, les réserves permettent, parce qu'on a reçu le ministre de la Santé ici, qui disait à un moment donné, concernant certains médicaments qu'on réclamait en Côte d'Ivoire qui n'étaient pas arrivés, à un moment donné, ils sont allés les chercher pour un temps soit peu apaiser la hantise ou la curiosité de certains Ivoiriens. Donc aujourd'hui, les vaccins sont là. Ceux qui veulent se vacciner, ils se vaccinent. Ceux qui ne veulent pas. De toute façon, il y en a qui ont décidé d'utiliser certaines feuilles. Les feuilles de Nîmes, je Voilà, pense, oui. voilà, donc du coup, Non, c'est d'autres feuilles, mais bon. voilà. On y Non, reviendra. au début de la pandémie, c'était les feuilles de Nîmes. Voilà, on en reparle. Amaï, les appelle. Amaï, Amaï. Vous vous y connaissez. C'est bien. On a entendu parler. Oh non, non. Oh, non on m'a poursuivi avec quand j'étais petit. Très bien. C'était pour une autre raison. Bon, sur le plan politique, le gouvernement se fait vacciner, c'est vrai, mais après ça, à côté de ça, il y a les législatives et les candidats sont à l'assaut des électeurs. Depuis vendredi, la ville est placardée d'affiches de plusieurs couleurs. Il y a des personnalités qui apparaissent en photo. Ça nous manquait. Ça nous manquait. Oui, effectivement. Ça nous manquait. Dès le début de la matinée du 6 mars, donc samedi 6 mars, on a vu un peu partout dans la ville des affiches présentes. Non, je me suis trompée plutôt. Pas le 6 mars, plutôt le 6 mars, c'est les résultats. Effectivement, les résultats. Je vais aller trop vite. Mais on a vu en tout cas les affiches déjà placardées dans la ville avec différentes couleurs. On constate que certaines, ça c'est ma remarque, on constate que certaines sont de très bonne qualité en HD et d'autres un peu plus pixelisées, comme tu le dis. Après, ça dépend des moyens mis à disposition. Et surtout de l'œil de celui qui voit. Surtout de l'œil, mais je pense que je vois bien, même si j'ai 4 yeux. Donc effectivement, on a près de 1000 candidats donc, qui partent à l'assaut de 7,5 millions d'électeurs qui sont répartis sur tout le territoire national. Donc ils vont rivaliser d'arguments pour pouvoir gagner le cœur des électeurs et surtout les voix des électeurs. Et on peut retenir également que c'est la première élection depuis 2010 qui enregistre la participation effective de l'opposition et du pouvoir. Donc tout ça a pu aboutir grâce à, on va le rappeler, au dialogue politique qui avait été mené par le Premier ministre. Moi, je voulais dire du sursaut d'orgueil, du sursaut des Ivoiriens, de la classe politique. Et ils ont même été poussés par la population à un moment donné qui leur a dit ça suffit. Asseyez-vous et discutez. Voilà, on ne veut plus de dissension, de violence. Si vous devez vous battre, battez-vous au niveau des urnes, de façon démocratique et avec des débats constructifs. Le meilleur pour nous. Ne nous oublions pas dans ce élan, parce que quand vous parliez des populations et de ce ras-le-bol, ça a commencé même ici, sur ce plateau. On a invité pendant longtemps les différents membres des partis politiques et des tendances politiques de Côte d'Ivoire à s'asseoir sur la même table et à discuter. Et je pense qu'on a fini par se faire entendre avec tout le peuple de Côte d'Ivoire et c'est tant mieux comme ça. Ouais. Et ce qu'il faut retenir également, donc un petit florilège de déclarations de certains candidats. Donc on a par exemple celui d'Agboville, M. Adama Bictogo, donc candidat RHGP, qui a dit « C'est pour vous que je suis candidat, je sais que vous m'avez déjà voté dans vos cœurs. Je vous demande de concrétiser cela dans les urnes le 6 mars prochain. » On a également la candidate indépendante au niveau de Lakota qui a dit, et je cite, « J'étais candidate aux législatives 2016. Nous sommes donc à notre 2e tentative. Nous espérons qu'elle sera la bonne. » On va partir également dans la région du Moronou avec Pascal Afi Nguessan, candidat du FPI, et qui a déclaré dans la région du Moronou, notre objectif c'est d'arriver à rafler les 5 sièges de la région, de sorte à former une bonne base pour constituer avec la victoire dans les autres circonscriptions du pays un solide groupe parlementaire afin de pouvoir peser dans les débats importants que notre pays aura engagés. Et enfin, on a également celle de Siandou Fofana, qui, au niveau d'Abidjan du plateau, qui a déclaré « Il revient à chacun de vous de nous donner le pouvoir pour que nous puissions vous donner le bonheur. Voter utile pour le bonheur et le développement de Port-Boué. » Donc, après, on a des questions à se poser parce qu'on voit dans les déclarations, même sur les affiches de certains candidats, qu'on parle beaucoup de développement.
des promesses de développement, de de changement changement. et de changement, osant le changement. On le voit un peu partout dans les déclarations. On voit même des caravanes. Ça aussi, ça me... Après, ça dépend de là où on se Qu'est-ce qui vous place. dérange, Madame Bleu? Des caravanes avec de l'animation, de la musique qui se déplace dans la ville. Ça fait beaucoup de bruit. C'est une ambiance de campagne. Ouais, mais je trouve que bon, on parle de législative, c'est vrai, je veux être peut-être un peu puriste, mais je considère que les meetings, c'est déjà assez, mais se balader un peu comme si on voulait vendre des téléphones portables, pour moi, ça passe pas. Je crois que peut-être les téléphones portables ont emprunté la pratique au meeting. Parce que ok. depuis longtemps, ils commençaient à... Non, je pense La que... caravane, ça existe depuis longtemps. Mais après, je pense que après, ça c'est à voir, mais la population est devenue, à mon avis, beaucoup plus exigeante. On veut voir des actes concrets au-delà des promesses. Donc, moi, je considère que c'est beaucoup de folklore, si on peut appeler ça comme ça. Comment vous voulez ça qu'ils montrent? ça fait partie Comment du vous voulez jeu. un acte concret? Non, Oui. mais je comprends votre point de vue, mais après, ça fait partie du jeu. Moi, par contre, mon avis à moi sur cette campagne-là, au niveau des législatives, je trouve que, et ça c'est une adresse que je lance aux différentes cellules de communication des partis politiques et des différents candidats qui soient indépendants ou pas, à un moment quand vous voulez donner dans la bataille de communication, il faut vraiment, je pense, s'attacher les services de professionnels de la communication. Hein. Je pense que pour voir ce que je vois, en tout cas, je pense qu'on n'a pas vraiment consulté, pour beaucoup, c'est mon point de vue, des professionnels de la communication. En tout cas, moi, je n'aurais pas conseillé ce genre d'affiche-là, parce que j'ai vu très peu de candidats dans le peuple, en situation réelle, de vie du peuple, parce que vous voulez vous faire élire pour représenter un peuple. Ça sert pas à grand-chose de se mettre en costume cravate, à poser juste avec un slogan. En tout cas, c'est Mais mon quand ils point font de vue ça, à moi. ils essaient d'amadouer. Donc, Moi, personnellement, ça va tout à fait à l'opposé de ce que j'avais envie de dire, justement. Moi, quand je porte un regard de communicatrice, je suis complètement séduite par, en tout cas, la qualité des visuels, ce que ça peut représenter. Après, dépendant de comment chacun veut se positionner, chacun met l'image qu'il veut, dépendant de la cible de chacun, etc. Mais moi, je salue déjà ce travail créatif qui a été fait. Dans d'autres pays, dans la sous-région, franchement, on ne va jamais voir cette qualité dans l'image, dans la lumière de la photo, dans l'esprit qu'il y a derrière. Mais je rejoins Edith sur le fait que moi, je suis restée sur ma faim sur les slogans et les messages mis en avant. Je trouve que c'est très dilué, ça va trop dans le général et on ne sait pas en réalité. Voilà. C'est déjà vu. Et puis, on ne sait pas dans la réalité qu'est-ce qu'ils veulent faire finalement pour le peuple. Osons le changement, Oui, mais on est là rassurez-vous, pour la mesdames, réconciliation, ce que je veux dire, c'est que etc. l'affiche n'est qu'un élément de la campagne. Donc, vous n'allez pas retrouver le programme de campagne sur une affiche. Donc, du coup, l'affiche attire l'attention sur le candidat, sur globalement sur le thème de son programme. Et puis après, il y a des meetings, il y a des rencontres. L'affiche est la première des choses qui est censée parler. Donc Mais le slogan... ça parle déjà sur l'image, ça parle sur le slogan. Non, mais le slogan après, devrait les détails, parler. c'est dans les meetings. En fait, pour rajouter à ce que tu dis, et peut-être même pour aller plus loin, je veux dire, c'est pour un poste de député, c'est pas pour un poste pour briguer la mairie ou devenir président de la République. Donc, je trouve même que certains slogans sont pas nécessaires forcément. Bon, après, on apprécie. Non, Après, après on c'est apprécie. laissé à votre- oui. C'est juste un avis. Après, on apprécie. Certains slogans ne sont pas nécessaires. J'ai vu un slogan qui disait pour la restauration de la dignité de la population, contrôler l'action du gouvernement. Les députés ne sont pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. ABB, c'est un candidat. Alain Blé-Bitignon est prêt pour nous. Donc, on est prêt pour ABB. C'est le slogan de l'affiche. Je trouve que c'est pas. C'est Ça trop ne long. vend pas de programme. C'est pas un programme. S'il vous plaît. Je vote Zoro, ça me suffit amplement, par exemple. Il y en a un Je qui vote a- tout simplement. il y en a un qui va pour- Voilà. pour- Parce qu'on parle de gros contrôler trouble. l'action du gouvernement. Osons le changement. Voilà, on parle de contrôler l'action du gouvernement. Un député n'est pas, en tout cas au sens littéral du terme, un agent de développement. Madame Bleu, on vous a compris. Il n'y a pas de problème. De toute façon, certains ont compris. Et vous, on vous a compris. Mais c'est important d'éclairer les téléspectateurs. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Vous avez donné votre point de vue, et c'est votre point de vue, Oui, bien hein, sûr. concernant donc l'appréciation que vous avez fait, que vous faites pardon de certains slogans. Serge, par exemple, sur le type d'affiches, Madame Diallo sur la teneur des messages. J'ai pas entendu Rihanna sur la question. Bon, mais Non, moi je ne fais elle a peut-être. que rebondir parce que je suis d'accord avec Serge quand il parle de la qualité des affiches. C'est pas,
pour certaines affiches, oui, il y a un travail créatif. On sent qu'il y a des moyens qui ont été mis à disposition. On sent qu'il y a des moyens qui ont été Peut-être que vous avez déployés. un regard. Mais pour d'autres, ça ne mais va sans pas. la Mais globalement, je trouve que c'est pas... Peut-être que vous avez un Globalement, regard c'est une campagne. plus pointu. Vous êtes beaucoup plus critique parce que vous êtes professionnel du domaine. Et alors que dans la population, c'est pas forcément ce genre de détails-là que les gens vont peut-être regarder. L'objectif, c'est de tirer la population vers le haut. Merci. Parce que connaissant la fonction d'un député, le député, il est juste là pour déposer des propositions de loi. Il va en commission ou en séance publique pour proposer des amendements à des projets de loi. Et il est également là au titre de contrôle de l'action du gouvernement. C'est un siège. C'est juste pour Non, mais voter un siège. Mais après, il y a également le langage qu'on tient vis-à-vis d'une population. Donc, si vous dites, dans la nomenclature de mon mandat, je peux être offusqué. Non, je suis prêt pour vous. Vous êtes prêts Prêt pour moi. Terminé. On va passer au prochain point. Celui-là concerne l'international et celui qui a maille à partir avec la justice. Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, a été condamné à une peine d'emprisonnement. Serge. Oui, alors on parle donc de l'affaire Sarkozy-Azibert, dit aussi l'affaire des écoutes ou l'affaire de Paul Bismuth, pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est une affaire politico-financière déclenchée en 2014 dans laquelle Nicolas Sarkozy, qui n'est plus président de la République au moment des faits, et son avocat Thierry Herzog auraient corrompu un des magistrats de la Cour de cassation qui s'appelle Gilbert Azibert, donc pour qu'il les renseigne sur les affaires judiciaires en cours les concernant et notamment le fait qu'ils étaient placés en tout cas sous écoute judiciaire dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi pour ne citer que celle-là. Donc en 2014, les écoutes judiciaires révèlent la tenue de conversation entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur des téléphones mobiles enregistrés sous de faux noms parce que Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, a ouvert une ligne pour Nicolas Sarkozy au nom de Paul Bismuth, d'où le nom de l'affaire Paul Bismuth, voilà, donc dans l'espoir de déjouer la surveillance de la police. Donc Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sont mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel, tandis que Gilbert Azibert pour corruption passive et trafic d'influence. Alors le 8 décembre 2020, le parquet national financier français donc requiert 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour les 3 prévenus. Le jugement est mis en délibéré au 1er mars 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, et c'est donc en première instance que le tribunal reconnaît coupables les 3 prévenus de corruption active pour Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog et passif pour Gilbert Azibert et de trafic d'influence. Alors ils sont... La suite, c'est-à-dire la suite. Là, ils sont reconnus coupables, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire appel? Alors, l'avocat de Nicolas Sarkozy a dit qu'effectivement, il ferait appel de cette décision. Mais là, j'étais juste en train de vous planter le décor, en fait, parce que cette affaire-là a engendré pas mal d'autres affaires et a mis la lumière sur beaucoup d'autres affaires dans lesquelles M. Sarkozy, l'ancien président français, trempe, notamment celle à venir, parce qu'il va encore comparaître et être jugé dans une affaire distincte du 17 mars au 15 avril. Cela concerne l'affaire dite Big Malion. Sarkozy est accusé d'avoir frauduleusement dépensé trop d'argent pour sa campagne présidentielle de 2012. Il était président depuis 2007, mais il a été vaincu en 2012, quand on sait que justement cette condamnation qui intervient aujourd'hui met également la lumière sur du financement, on va dire, frauduleux de sa campagne en 2007 par la famille Kadhafi. Enfin bref, il trempe dans pas mal d'affaires assez louches et justement aujourd'hui, il est le 2e président de la 5e République française à être poursuivi en justice et condamné. Et il est le 1er président de la 5e République française à être condamné sous le coup d'une condamnation de prison ferme. Voilà. Ça le temps pour Nicolas Sarkozy, on aurait pu dire. C'est un bel exemple qui dit que la justice rattrape toujours, qu'on le veuille ou non. Mais on bon, le voit voit. après, Tout le monde n'est pas d'accord sur le plateau. Je vois ça. Après, il faut savoir qu'il ne sera pas, apparemment pas emprisonné, du coup. Il va purger sa peine à domicile. Il va purger sa peine à domicile apparemment, mais avec quand même un bracelet électronique et il aura l'ouverture d'un casier judiciaire. Alors qu'on sait très bien qu'en ce moment, au niveau des élections à venir en France, je pense qu'on est, à un an des élections, je crois, ou à un an ou 2, je ne sais plus trop, au niveau du parti de droite, notamment de son parti à lui, il était pressenti pour être, pourquoi pas, celui qui devrait représenter son parti. Mais aujourd'hui, avec un casier judiciaire, ça va être un peu plus compliqué que ça. D'où justement son appel, lui, et celui de son épouse aussi, qui crie justement à une persécution, qui ne dit pas son nom, une persécution politique. Donc
Donc ça, ça paraît étrange, ou bien, je pourrais dire atypique, quand on est du côté de l'Afrique, en fait. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de décision ou de poursuite judiciaire à l'encontre d'un ancien président. Bon, même si on a certains cas aux États-Unis, par exemple, également, où ça a eu lieu, mais que ça soit des chefs d'accusation de ce type, donc on parle de corruption et de fraude d'un agent du service public, donc on parle d'un juge en l'occurrence, on parle également de dépassement du financement de campagne électorale, donc on parle de source de financement de la campagne électorale, on parle également de financement d'un autre chef d'État. Quand on est du côté de l'Afrique, ça ressemble à un film en fait. Mais pour moi, ça peut ressembler à un film, mais ça ressemble beaucoup plus à une série qui relate le quotidien, on va dire, en Afrique. Hein. Bon, nous, on nous poursuit peut-être pas pour ce genre de choses, voilà, mais bon, ça ne choque pas plus que ça, je pense. Non, ça montre qu'il y a des pays avec des institutions fortes, où même lorsqu'on n'est plus président, la justice, qui est séparée du pouvoir exécutif, fait son travail. Et là, on parle même d'un agent, d'un magistrat qui fait partie du système judiciaire et qui lui aussi est impliqué dans cette affaire-là. Même si le poste dans le mouvement de corruption n'a pas été, parce qu'il n'a pas eu gain de cause, hein, le magistrat, parce que le président Sarkozy à l'époque lui avait fait miroiter à un poste au niveau de Monaco qui serait prestigieux, mais même s'il n'a pas pu avoir ce poste-là, la justice nous dit qu'il y a eu tentative déjà et que l'intention mérite la faute. Très bien. Vous allez suivre, Serge, l'évolution de ce dossier Sarkozy. Et en tout cas, le titre a été trouvé saltant pour Nicolas Sarkozy. On va tourner ensemble cette page d'actualité pour recevoir notre invité. Ce sera juste après une courte pause. Nous allons à présent parler de vaccination contre la Covid. Et le docteur Epa Kwaku est avec nous. Et je rappelle, il est spécialiste en vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous, docteur. Alors, la Côte d'Ivoire a reçu, on le disait vendredi dernier, 504 000 doses de vaccins contre le Covid grâce à l'initiative COVAX. Il existe plusieurs types de vaccins. Celui qu'a reçu la Côte d'Ivoire, c'est le vaccin AstraZeneca qui vient d'Inde. Première question, pourquoi ce vaccin particulièrement? Merci pour la question. Avant de répondre à votre question, juste rappeler que pour nous, UNICEF, c'est vraiment très très important d'être dans ces cadres où on parle de vaccination. Parce que comme vous le savez, UNICEF œuvre beaucoup dans la vaccination et pratiquement avec 190 pays, UNICEF organise tout ce qui est approvisionnement de vaccins. Et lorsqu'on parle de vaccination, certes aujourd'hui on parle de vaccination Covid, mais il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle la vaccination de routine. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose vraiment de nouvel, mais c'est tout un continuum. Et aussi, avant, c'est de rappeler que le premier cas de Covid en Côte d'Ivoire a été découvert en mars 2020. Nous sommes en mars 2021, ça fait 1 an. Et 1 an, nous passons à une autre étape de la réponse qui passe par la vaccination. Donc c'est vraiment un moment très important pour nous en tant que Nations Unies, en tant que UNICEF. C'est bien de le souligner. Alors, il faut dire que les vaccins AstraZeneca, que ce soit les vaccins Pfizer et autres, c'est des vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS. Et pour ces vaccins, comme le ministre avait dit, la Côte d'Ivoire a postulé à ce qu'on appelle au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir vraiment avoir des vaccins pour les pays en voie de développement. Et dans ce cas de ce mécanisme COVAX, ce mécanisme n'achète les vaccins que les vaccins qui sont préqualifiés OMS. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs vaccins et autres. Mais lorsqu'on prend la situation des pays en Afrique, en termes de conservation des vaccins. Parce que certes, il y a la fabrication des vaccins, mais le vaccin doit obéir à un certain nombre de critères de conservation jusqu'à l'administration de la personne. Et lorsqu'on prend la situation de la Côte d'Ivoire est beaucoup plus à l'aise avec tout son matériel de conservation des vaccins à recevoir les vaccins dont la conservation se fait entre 2 et 8 degrés. Alors lorsqu'on prend le vaccin Pfizer, ce vaccin Pfizer se conserve à moins 70 degrés. En fait, c'est une conservation qui n'est pas de pratique quotidienne dans notre pays. Et comme je l'ai rappelé, la vaccination date de 1974.
Donc, il y a une expérience de gestion des vaccins à des températures bien réglées. Et par rapport à la configuration, par rapport au plateau technique, par rapport à la chambre froide de la Côte d'Ivoire, le groupe COVAX a décidé d'octroyer des vaccins qui conviennent aux conditions de gestion des vaccins en routine en Donc, Côte le choix d'Ivoire. ne s'est pas fait sur l'efficacité du vaccin, mais sur les conditions de conservation de façon pratique de ce vaccin, en fait, finalement. En termes d'efficacité déjà, première question, en termes Non, d'efficacité, celui-là, il est classé à quel niveau d'efficacité par rapport aux autres, par exemple? En fait, tous ces vaccins sont efficaces parce que ce sont des vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS. Donc il faudrait qu'on se mette vraiment d'accord. C'est-à-dire qu'un vaccin qui rentre dans un processus, ce vaccin est préqualifié dans l'OMS avant d'être envoyé dans les pays. Et ça, c'est le mécanisme COVAX qui exige cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le marché pour prendre un vaccin parce que bon, il y a tel pays qui a produit des vaccins, on l'achète. Non. Le vaccin doit suivre en fait les règles de l'OMS qui est l'organisme international en termes de normes en ce qui concerne la vaccination. Donc tous les vaccins sont préqualifiés, sont d'office admis à être utilisés dans des pays, dans le cadre de COVAX. Maintenant, tout va dépendre de la capacité de ce pays à gérer et surtout l'urgence. Aujourd'hui, si on devait utiliser le vaccin Pfizer, il faut acquérir des équipements d'autres gammes qui ne sont pas vraiment disponibles de façon vraiment ponctuelle au niveau du pays. Et je pense que tout cela mis en jeu ont opté pour le vaccin qui est aussi disponible. Parce que, vous savez, le vaccin Pfizer, l'Europe, notamment la France, a été obligée de suspendre sa vaccination parce qu'il n'y avait pas de doses disponibles. Et sur le marché, aujourd'hui, les vaccins qui sont vraiment disponibles, qui sont vraiment accessibles, c'est beaucoup plus les vaccins AstraZeneca. Donc en fait, c'est tout un ensemble d'éléments qui ont milité pour dire, OK, voici les vaccins qui sont vraiment disponibles dans le cadre de l'initiative COVAX. Et cette initiative a approvisionné un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. Est-il vrai que le vaccin AstraZeneca a été retiré de la circulation en Afrique du Sud? Je ne peux pas me prononcer. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce vaccin AstraZeneca a été validé par l'OMS. Pour le cas de la première forme du coronavirus. Parce Mais pas pour le variant sud-africain. Bon, pour le variant sud-africain, parce que lorsqu'on prend en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on n'a pas d'étude qui dit que le variant sud-africain circule en Côte d'Ivoire. Et même avant l'émission, une information française qui vient de passer, c'est que la France maintenant accepte à valider le fait que le vaccin AstraZeneca aille au-delà de plus de 65 ans. Donc vous voyez, en fait, nous sommes dans un monde qui bouge et la recherche... Excusez-moi de reprendre le mot, hein, mais juste avant l'émission, comme vous dites, avant cette dépêche française, on n'était pas sûr que le vaccin AstraZeneca, en fait, on ne devait même pas l'administrer à des personnes de plus de 65 ans. C'est la France qui ne l'avait pas validé. Non, c'est la France qui ne l'avait pas validé. Sinon, l'OMS a déjà validé. Et la France vient de valider. Oui, la France vient de valider. En fait, le mécanisme, c'est quoi? C'est que l'OMS, qui est l'organisme mondial des normes, dit que ce vaccin est efficace pour la population. Maintenant, chaque pays a ce qu'on appelle l'autorité nationale de régulation. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'AIRPCI. Donc, l'AIRPCI, avec cette recommandation de l'OMS, donne maintenant l'autorisation d'importation. Donc, la France aussi a son autorisation, a sa structure de régulation nationale. Il y a des études qui sont menées lorsque ces vaccins-là, par exemple, arrivent chez nous par cette annexe que vous venez de citer, pour valider ou infirmer le fait qu'on utilise ces vaccins en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Avant que les vaccins, même ces vaccins validés par l'OMS, avant que ces vaccins n'arrivent en Côte d'Ivoire, l'AIRP a ce qu'on appelle un comité d'experts, qui est composé par d'éminents professeurs agrégés et autres, qui passent en revue toute la documentation relative à ce vaccin et à l'issue de cela donne le OK ou non. Pour la Côte d'Ivoire, l'AIRP a fait ce travail et a donné le OK pour qu'on puisse utiliser le vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire. Et dans tout ce processus de mise à disposition du vaccin, d'administration et tout ça, quel est le rôle exact de l'UNICEF pour qu'on puisse vraiment comprendre? OK. Le rôle exact de l'UNICEF, en fait, le rôle de l'UNICEF se situe à plusieurs niveaux. Le premier rôle, c'est en termes d'approvisionnement. Comme je l'ai dit, l'UNICEF est la plus grande centrale d'achat au monde qui approvisionne plus de 190 pays en vaccins, que ce soit des vaccins traditionnels comme des vaccins nouveaux. Donc, a une expérience en termes d'achat, de transport de vaccins
envoyer dans les pays. La preuve, ces vaccins qui sont arrivés vendredi, c'est l'UNICEF qui a livré ces vaccins au gouvernement. Et en plus de ce travail de livraison des vaccins, l'UNICEF intervient beaucoup dans toute la logistique de conservation des vaccins. C'est-à-dire du fabricant jusqu'à ce que ça soit administré à la personne. Dans ce sens, l'UNICEF a travaillé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour construire une grande chambre froide nationale au niveau d'Abidjan. C'est cette chambre froide qui a réceptionné les vaccins AstraZeneca qui vont servir à vaccination. Et appuie le gouvernement dans l'acquisition des porte-vaccins de tout ce qui rentre dans la vaccination jusqu'au niveau opérationnel. Et aujourd'hui, nous pouvons, nous en tant que UNICEF, dire que tout le processus respecte vraiment les normes pour que le vaccin soit garanti à la personne qui vraiment reçoit ces vaccins. Alors la première phase de vaccination donc, contre la Covid a démarré aujourd'hui, lundi 1er mars. Comment l'UNICEF et le ministère de la Santé, également le gouvernement, vont collaborer pour aboutir à une réussite de cette campagne? Ok, il faut dire que dans le cadre de... Il faudrait constituer, parce que ces vaccins qui sont venus dans le cadre d'un mécanisme bien spécifique, COVAX, oui, qui donne en fait ces vaccins aux pays en voie de développement. Mais rapidement, ces vaccins sont donnés gratuitement aux pays en voie de développement ou c'est payant? Il y a un dispositif particulier? En fait, lorsqu'on parle du dispositif COVAX, c'est quoi? C'est que dans COVAX, il y a les donateurs, notamment les États-Unis, l'Union européenne, il y a l'OMS, il y a l'UNICEF. Donc ces donateurs ont en fait constitué un fonds de garantie pour acheter des vaccins, mettre à la disposition des pays en voie de développement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous et moi, lorsque nous allons sur le marché international pour aller acheter des vaccins, l'Union européenne vient avec des milliers de milliards. C'est au plus offrant. Voilà, au plus offrant. Donc ceux qui n'ont pas assez de moyens ne peuvent pas avoir accès aux vaccins. Donc c'est pourquoi les Nations Unies, avec les partenaires, ont mis en place cette initiative pour pouvoir vraiment garantir un approvisionnement, malgré vraiment ce contexte de tension de vaccins aux pays en voie de développement. D'accord. Docteur, vous parliez tout à l'heure, avant la pause, de cette pression des vaccins. Les pays riches s'offrent les vaccins avec, disons-le, la possibilité de pouvoir les conserver. Et puis nous, on reçoit des vaccins qu'on peut conserver en fonction des infrastructures qu'on a même construites récemment. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la chambre froide de Côte d'Ivoire a été construite spécialement pour ces vaccins. Non, pas pour ces vaccins spécialement. Oui. En fait, il faut, comme je l'ai dit, depuis plus de 40 ans, la Côte d'Ivoire fait la vaccination. Donc, il y a ce qu'on appelle les vaccins traditionnels. C'est-à-dire que votre enfant, jusqu'à 1 an, tous ces vaccins, il faut les conserver. Notamment le BCG, vaccin contre la tuberculose, la polio, le tétanos, la fièvre jaune, la rougeole, ainsi de suite. Donc, au niveau national, il y a ce qu'on appelle la chambre froide nationale qui stocke tous les vaccins qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire les commandes qui arrivent. Et à partir de là, maintenant, envoie les vaccins au niveau des régions, des districts, jusqu'à ce que ça aille au niveau des centres de santé, dans les centres les plus périphériques. Donc là, on est d'accord que la chambre froide existait avant. Voilà, la chambre froide existait. Pour en revenir au vaccin, à quel moment est-ce qu'on doit se faire vacciner? Est-ce que c'est lorsqu'on est sain ou est-ce que c'est lorsqu'on est en période d'incubation du virus? Est-ce qu'on peut se faire vacciner une fois qu'on a déjà fait la maladie? À quel moment? Ok. Par rapport à la vaccination, le seul élément qui nous indique si on doit vous vacciner ou non, d'abord, c'est de faire le test. C'est-à-dire que vous avez fait votre test, soit vous êtes positif ou bien négatif. La personne qui a fait le test, qui est positif, c'est-à-dire que cette personne, de façon naturelle, développe des anticorps. Donc, on n'a pas besoin de le vacciner immédiatement. Il faut attendre un délai de plus de 6 mois avant de vacciner cette personne. Donc c'est pourquoi la vaccination, vous voyez qu'il y a un poste d'enregistrement où on vous pose un certain nombre de questions. C'est comme si la femme est enceinte, il y a un certain nombre d'informations qu'on collecte et on voit si vous êtes éligible à la vaccination, vous allez vous faire vacciner. Si vous n'êtes pas éligible, vous allez attendre peut-être quelques mois après, avant de revenir pour faire la vaccination. Donc, ce n'est pas de façon systématique qu'on arrive, la personne vient, qu'on vaccine, mais il y a tout un processus qui est mis en place pour s'assurer que cette personne est éligible, on la vaccine,
et cette personne est suivie. Lorsqu'on la vaccine, la personne prend un repos d'à peu près 15 minutes. On voit que la personne se porte très bien, tout et tout. Et après, on libère la personne pour aller chez elle à la maison. Donc le vaccin est seulement à titre préventif. Une personne qui manifeste déjà la maladie ou qui a déjà le virus ne peut pas aller se faire vacciner. Oui, mais cette personne qui manifeste déjà la maladie, la preuve, c'est que la personne a fait un test qui est positif. Mais si vous n'avez pas fait de test, on ne peut pas savoir que vous êtes en contact avec le virus ou non. Quelle est la durée de protection de ce vaccin? Bon, pour le moment, le vaccin, pour être protégé, il faut avoir 2 doses. Le vaccin qu'on a actuellement, AstraZeneca. Donc, actuellement, le pays a lancé la première dose. Un mois après, la deuxième dose. Et après cela, vous avez une protection. On va induire la fabrication d'anticorps, de telle sorte que vous, lorsque vous serez en contact avec le virus, votre organisme puisse vraiment réagir contre cette maladie. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques quant à justement au fait d'aller se faire vacciner parce qu'on estime qu'on est encore dans une phase d'essai, comme diraient certains, et qu'ils ont peur d'être comme des cobayes. Est-ce qu'on prévoit une politique au cas où il y a des risques, au cas où il y a des effets secondaires de ce vaccin? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, il faut dire que c'est même comme le système de vaccination en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous allez dans un centre de santé que vous vous vaccinez, puis il y a des effets secondaires, vous êtes pris en compte. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon les MAPI, les manifestations adverses post-immunisation. C'est-à-dire que lorsque le vaccin, c'est comme un médicament. De façon naturelle, lorsqu'on vous vaccine, vous pouvez faire la fièvre, vous pouvez faire des effets secondaires. Mais il faut dire que ces effets secondaires sont souvent très rares, ne sont pas... Mais il y a des cas qui existent et il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour prendre en charge ces cas. Comme l'ensemble des médicaments. Hein, voilà. Mais dans le cas d'espèce, si tu me permets, dans le cas d'espèce, on est dans une situation assez exceptionnelle. Les premiers vaccins validés comme Pfizer et AstraZeneca l'ont été au bout d'une année. Alors que vous parlez de vaccins qu'on a l'habitude de faire depuis de nombreuses années, moins d'un an, des vaccins qu'on fait depuis de nombreuses années à nos enfants, à nous-mêmes et tout. On est dans une situation assez exceptionnelle où, par exemple, des pays comme Israël, qui est le premier pays au monde à constater l'impact de son programme de vaccination anti-Covid sur sa population. Donc on est tous, on va dire, sur le même starting block en termes de compréhension des effets du vaccin. Après, je ne suis pas contre le programme de vaccination, mais je me mets à la place des populations qui, pour ce que j'ai pu constater, en tout cas sur les réseaux sociaux, émettent certaines réticences. Donc comment vous pouvez rassurer ces populations de l'efficacité de ce vaccin et du fait qu'il faut se vacciner? D'accord, docteur. Ça sera le elle le dit, mais nous avons même un élément magnéto qui illustre un tout petit peu les réserves, sinon les doutes de certains de nos compatriotes à se faire vacciner. On m'a dit qu'ils ont trouvé un vaccin. Tout le monde se presse pour se vacciner. Je disais à des amis comme ça, bon, moi, je vais attendre. Quand ils se seront vaccinés et qu'au bout d'1 an, il n'y a pas eu d'effet là, c'est là que moi j'ai accepté le vaccin. Hein? Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que les effets secondaires des premières personnes qui ont été vaccinées en Angleterre laisse à désirer. Laisse à désirer. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi je vais me presser. Si je suis capable d'aller prendre le Aromagnon, vous connaissez Aromagnon, pour mettre ça dans mes narines. Si je suis capable d'aller prendre le piment et puis quelques herbes et puis me purger avec et puis je me sens bien, franchement, je n'ai pas dit que le vaccin n'est pas bon. Hein. Mais moi, Guy Joël, je ne prendrai pas ce vaccin. On vous a proposé cet élément-là parce qu'il a été très viral, très repris sur les réseaux sociaux et qui traduisait un tout petit peu, qui a soutenu un peu la théorie des personnes qui avaient des réserves à se faire vacciner. Et pourtant, il s'agit là d'une autorité, d'une autorité, ex-ministre des Droits de l'Homme et cadre du RHDP. En tout cas, comme lui, beaucoup d'Ivoiriens doutent, docteur. Oui, non, je pense qu'en fait, c'est un bon passage et ça m'amène à vous donner un schéma. Bon, lorsqu'on prend Israël, vous voyez, Israël a vacciné pratiquement plus de 80% de sa population. Aujourd'hui, les signes sont là. Quand on prend aujourd'hui la Grande-Bretagne, a vacciné plus de 15 millions.
Aujourd'hui, les signes sont là. La tendance est à la baisse. Vous prenez l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe se bat pour avoir les vaccins. Elle n'arrive même pas à avoir ces doses pour lesquelles elle a déboursé de l'argent. Et c'est ça justement qui rend les gens sceptiques. Et lorsqu'on prend l'exemple, en fait, les personnes... Mais moi, je vais vous prendre le cas de la polio. Le 25 août, l'Afrique a célébré l'éradication du poliovirus sauvage en Afrique. La polio, au départ de la lutte contre la polio, mais combien d'enfants avec les pieds handicapés qu'on ne voyait pas dans les rues? C'était des centaines de milliers. Mais aujourd'hui, dites-moi, combien d'enfants vous voyez dans les rues qui ont mal aux pieds? C'est grâce à la vaccination, grâce au vaccin. Et au départ de la lutte contre la polio, c'était la même chose. C'est pour stériliser nos enfants, c'est pour vraiment... mettre des puces dans leur corps. Voilà, mettre des puces dans leur corps. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés, qui sont handicapés, aujourd'hui ne peuvent même pas jouer comme leurs camarades. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir cette dose de polio, qui sont handicapés aujourd'hui à vie. Vous prenez des chanteurs, des artistes qui sont handicapés. Mais il suffisait d'une seule dose pour éviter cela. Et c'est cette situation qu'on est en train de vivre. La vaccination, pour moi, la vaccination, c'est l'intervention à coût-efficacité qui a montré vraiment son efficacité. Il n'y a pas de problème. Ce que vous dites, c'est très vrai. Par contre, l'exemple que vous prenez de la polio, vous avez dit que c'est le 25 août dernier qu'on a réussi à éradiquer la polio. Alors la polio, est-ce qu'elle a été éradiquée quand sur le continent européen? Ok. C'est vous dire, en fait, ce qui rend les gens sceptiques, c'est l'urgence avec laquelle le cas de l'Afrique est traité aujourd'hui, alors qu'on sait, vous-même vous l'avez dit, qu'en Europe, les pays riches n'ont même pas encore fini de faire vacciner toute leur population. On a vu ici, et l'histoire nous l'enseigne, ne serait-ce que pour les antirétroviraux en ce qui concerne le sida, qui a fait beaucoup plus de ravages que le Covid, à quel moment est-ce qu'on a pu avoir, nous, dans les pays africains, avoir des antirétroviraux de façon gratuite, et encore aujourd'hui sont subventionnés? C'est quoi la question? La question, non, c'est pas la question, je suis en train d'étayer le fait qui fait que les gens soient sceptiques. Voilà, je le comprends, en fait, les gens sont sceptiques. Ok, les gens sont sceptiques, c'est bien vrai. Mais posons-nous la question, nous qui sommes sur la table, qui a eu un de ses parents qui a attrapé la Covid en Côte d'Ivoire, qui est décédé devant lui? Bon, ils ont attrapé la Covid, mais ils ne sont pas décédés. Voilà. En fait, c'est des choses comme on ne le voit pas comme en Europe. Mais malheureusement, il y a des cas en Côte d'Ivoire. Il y a des parents, il y a des familles qui ont perdu des personnes attrapées sur cette maladie. Ces familles-là, vous venez leur dire non, le vaccin ne sauve pas, le vaccin ne peut pas nous permettre de se protéger. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne. Aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, pourquoi les gens courent derrière les vaccins? Parce que les gens ont vu des milliers de morts. Donc, lorsqu'on n'a pas vu, on a une réaction qui est différente de la personne qui a vu son parent le quitter. Et comment vous allez sensibiliser quand on voit que certaines autorités, par exemple, Justement, c'est pourquoi il y a tout un plan de communication qui est en cours d'être déroulé, qui cible en fait les personnes visées par la vaccination. Vous voyez qu'au niveau de l'armée, il y a des messages bien spécifiques qui sont adressés aux forces de l'ordre, aux enseignants, au corps médical, avec un travail avec les sociétés savantes, les rencontres avec les différents leaders, ainsi de suite, pour leur expliquer le bien fondé de la vaccination pour qu'ils comprennent et ils adhèrent à l'initiative. De toute façon, il y aura toujours des sceptiques. Hein. Il en faut de tout pour faire un monde. Donc il y aura des sceptiques. Et j'ai même envie de dire que c'est mal pour un bien, d'autant plus qu'on n'a que 504 000 doses. Voilà. Imaginons que nous tous, nous ayons voulu, et toute la population ivoirienne a voulu se faire vacciner, on aurait eu un autre problème. Voilà. Alors, et justement, vous parlez de première dose. C'est sûr qu'au-delà des 504 000, il y a d'autres qui sont déjà prêtes à être acheminées. Oui, les 504 000, ça c'est la première phase. Oui. Et la deuxième phase est... Non, en fait, c'est le premier approvisionnement, en fait. Ça, oui. Parce que lorsqu'on parle de phase, il y a la première phase de vaccination, il y a la deuxième phase de vaccination et probablement la troisième phase de vaccination. Mais tout est question de disponibilité des vaccins sur le marché international. Plus les vaccins sont disponibles, plus les pays sont approvisionnés et on avance vers l'atteinte des cibles. Un point important, je veux dire, la place des enfants dans la vaccination. Rapidement. Ok. Pour le moment, en fait, on termine là-dessus. Rapidement pour expliquer pourquoi est-ce que... 15 secondes, docteur, on n'a plus de temps. Aussi, parce que, en fait, les vaccins, les enfants ne sont pas beaucoup touchés par la pandémie. Et les personnes de premier cible, pourquoi est-ce que c'est les médecins, les forces de l'ordre et autres? Parce que c'est eux, après,
qui vont encadrer la vaccination des personnes de plus de 50 ans qui sont les plus nombreuses. Donc, eux, on les protège pour qu'après... Ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne pour qu'après, ils puissent vraiment aider à protéger les personnes âgées. Merci docteur. Alors on rappelle, il n'y a pas de théorie du complot, la vaccination est volontaire. Vous êtes fait vacciner? Chacun est libre de croire ce qu'il veut aussi. Hein. Oui, je me Vous suis êtes fait fait vacciner? vacciner. Voilà, Ok, le docteur donc. s'est fait vacciner. Voilà, ok. Voilà. Merci docteur, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Nora, vous l'avez dit, hein, c'est une grande campagne de communication qui est lancée. Live TV, en tout cas, nos chaînes sont à votre disposition pour inviter les personnes qui souhaitent se faire vacciner, en tout cas avoir l'information. Et puis à partir de là, on espère que vous serez à nouveau sur notre plateau pour donner d'autres détails. Ok, l'UNICEF est disponible et nous sommes disponibles pour vraiment être partout où on parle de vaccination. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci docteur. On va terminer cette émission. C'est une émission qu'on termine avec beaucoup de bonheur. On ne saurait la terminer sans souhaiter, comme ça a été fait pour chacun d'entre nous, un joyeux anniversaire à notre Edith Brou Bleu. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous, Madame Bleu. Voilà. Ça veut dire qu'il faut te faire vacciner. J'aime bien le message. Joyeux Quand anniversaire. ça viendra, je me ferai vacciner, je suis prête. Voilà. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour la belle personne que vous représentez, pour chacun d'entre nous et pour nous tous ici. En tout cas, pour nos téléspectateurs, pour les internautes, je crois qu'ils se joignent tous à nous pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de paix. Et nous, on vous souhaite beaucoup d'amour. Et on l'aime En tout cas, très vous êtes fort, beaucoup merci aujourd'hui. beaucoup. On vous aime beaucoup. Très, très On vous aime fort. beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est avec ce gâteau qu'on va refermer les portes de notre rendez-vous de ce soir. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur vous. À demain. Cha